Mesdames, Messieurs, en direct avec Brice Dulin, qui, je ne sais pas si... Brice, bonjour d'abord. Bonjour. Dis-moi, ta tenue, c'est pour qu'on fasse le contraste entre tes épaules et les miennes ou... Oh non, 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 non. Non, non, c'est parce qu'il fait soleil et j'en profite. C'est pour ça. Brice, merci de faire comme tous ceux qui t'ont précédé dans ce live que j'appelle Bienveillance et jus d'abricot. Donc l'idée, c'est de parler que des choses agréables. Dans un moment comme celui-ci, dans lequel on vit, c'est bien aussi d'avoir le sourire. Juste pour commencer, si tu me le permets, je voudrais... Ah oui, c'est vrai. Je tombe pas. Bon, c'était il y a quelques jours, mais putain, 30 ans, quoi, ça y est, quoi. Bon, enfin, bon anniversaire d'abord, bon anniversaire. Ouais. Brice, que tu passes donc chez toi. Je vais dérouler ce qui est de l'ordre de ton cursus sportif. S'il y a quelque chose que tu as envie de dire à un moment donné, tu n'hésites pas. S'il y a des choses que tu veux rectifier aussi. Donc, tu es né à Agen. Ouais. Et tu t'appelles pas Bruno. Bon, voilà, j'aime bien les jeux de mots pourris. Il y a donc 30 ans, on est bien d'accord, un peu plus, quelques jours. Tu joues à l'arrière. Tu as quasiment toujours joué à l'arrière. Tu as joué un peu à l'aile en équipe de France. Mais ton poste de prédilection, c'est 15. Ah, ouais. On est d'accord. Donc, tu as joué à Agen, puis tu es parti à Castres. Le nez creux, puisque tu deviens champion de France. Ouais. Avec une équipe où... Alors, je me suis refait la finale hier. D'abord, je trouve que la finale, c'est un moment à part. Est-ce que tu es d'accord pour dire que la finale du top 14, au-delà de toute configuration, c'est quand même un match juste à part? Ouais. C'est fou parce qu'en plus, tu vois, moi, j'avais eu la chance de vivre des matchs au Stade de France avec l'équipe de France. Mais c'est pas la même ambiance que quand tu arrives à une finale où là, c'est vraiment le public. Mais tu as d'un côté l'équipe d'en face, d'un côté ton équipe. Et dès que tu mets un pied sur le terrain, tu as un brouhaha terrible. C'est-à-dire que les gens, ils sont comme des fous, même avant le début de l'échauffement et tout. Donc, c'est vrai que c'est une ambiance qui est énorme. Et après, quelques années plus tard, il y a eu celle de... On y viendra. On y viendra. Donc. On y viendra. Ta première finale, tu flippes, t'appréhendes. T'as bien dormi d'ailleurs la nuit précédente ou pas? Non, sûrement que non. Parce que je fais le mec qui n'est pas forcément stressé ou qui est détaché et tout. J'arrive à avoir ce détachement pour pas me mettre trop de pression, mais tu cogites. Moi, j'arrivais d'Agen où ça fait 2 années que je le maintiens. Et la première année avec Castres, tu te retrouves à jouer la finale du championnat pour le titre. Donc, c'était fou parce que déjà, on allait rencontrer Toulon aussi, qui à l'époque avait une équipe... champion sur tout le monde, champion d'Europe, enfin, tu vois, donc, et je sais pas, c'est vrai on avait créé ce groupe, et puis, il y a des choses que tu n'expliques pas. Après, c'est, maintenant, avec le recul, tu sais, quand ça commence à arriver, tu reconnais un petit peu ce sentiment et tout ça, t'es pas sûr de toi ou quoi, mais tu es sûr de tes forces, tu sais où tu vas, et on avait cet esprit-là de légèreté, parce que la veille de la finale, on fait une mise en place dans un petit stade, quand même, c'était un camp de vacances. Joe Tekori, il mettait la musique à fond, ça chantait, ça dansait. Et tu te dis que le lendemain, tu es au Stade de France. Donc, tu vois, c'était vraiment un esprit totalement décalé. Tu gardes de ce moment-là, finalement, plein de poésie, parce qu'un truc un peu inattendu, quelque chose qui est une bande de copains, avec forcément de la fierté de se dire on n'est pas favori et on arrive à battre l'ogre toulonnais, être champion. Est-ce que c'est... J'en parlais avec Julien Candelon la semaine dernière, il y a 15 jours, qui évoquait avec Perpignan cette bande de copains. Est-ce que c'est ça que tu dirais que c'est finalement on se dépeçait les uns pour les autres et c'est ce qui faisait notre force? Sûrement, parce que c'est vrai que même moi, quand j'ai revu la finale, je pense que je ne l'avais pas revu. Et quand tu vois le nombre d'erreurs qu'on a pu faire tout au long du match, et tu sais qu'en face, tu as Wilkinson qui est un artilleur fou et tout, et finalement, on s'en sort toujours parce que voilà, tu vois, notre système défensif n'était pas forcément excellent sur cette finale, mais tout le monde avait hyper
fait les efforts pour les autres. On avait Karina Ouyongui, pilier droit, et il a fait, je pense, 78 minutes par match pendant le barrage, la demi, la finale. Tu vois, c'était vraiment un truc. On ne comptait pas les efforts. Je pense que nos avants sont pas mal décoignés sur ce match aussi. Et puis, ouais, après, on avait des joueurs qui étaient capables, par la lecture offensive et défensive, de faire des compensations. Et c'est peut-être pour ça aussi que Cocotte dans sa meilleure période. Voilà, Rory qui était sur une saison extraordinaire. Et puis, ouais, c'était vraiment l'apogée un petit peu, je pense, de ce groupe qui arrivait à maturité et que moi, j'avais rejoint cette année-là, mais qui était en construction depuis quelques années auparavant, quoi. On est bien d'accord que moi, je ne suis pas journaliste, donc ce qui m'intéresse, c'est vraiment de l'ordre de ton ressenti. L'important, c'est les 5 points. On est d'accord de ça. Je disais champion de France. Tu as été aussi champion de France de Pro D2 avec Agen. Tu fais les championnats du monde également des moins de 21, c'est ça? En Argentine. L'Argentine, le rugby, avait des terrains juste apocalyptiques, enfin des stades qui sont un peu. Qu'est-ce que tu gardes de là-bas, de cette aventure, où tu étais quand même avec Dimitri Sarzeski, il y avait Maxime Machenaud, il y avait Wenceslas Lorette, donc des joueurs que tu as retrouvés après au Racing. Qu'est-ce que tu gardes de l'Argentine spécifiquement et de cette aventure? L'Argentine, du coup, j'ai eu la chance d'y aller 2 fois. Et la première fois pour la Coupe du Monde de 20 et après avec la première tournée un petit peu justement en partant d'Agen. Et avec Max, on a connu notre première sélection. Lui partait au Racing, moi je partais à Castres. Et on a connu en quittant Agen les premières sélections. Et donc c'est vrai que c'est des moments dont je me souviendrai toujours parce que il y avait quand même des joueurs comme Dimitri, on l'a dit, il y avait Fred Michalak, il y avait pas mal d'anciens, il y avait Florian Prince. C'était vraiment la transition un petit peu des derniers des Mohicans de la Coupe du Monde 2011 et des jeunes qui arrivaient. Donc voilà, on a eu la chance de côtoyer ces joueurs-là et c'était quand même extraordinaire parce que, je te disais, tu joues le maintien avec Agen et tu te retrouves en équipe de France en tournée d'été, quoi. Donc, justement, quand je parlais de cette relation que tu as avec ces joueurs, finalement aujourd'hui ça fait des années que tu es dans le circuit, donc tu connais tous les joueurs. Et puis je pense qu'il y a une complicité aussi qui s'affine parce que tu es champion de France, mais il y a Marc Andreu à Castres, il y a Rémi Thalès. Et alors, il y a la teuté d'Anthony Classen. Alors là, regardez juste à nouveau le match. Il avait des cheveux à l'époque. Bouclé et une moustache, mais la plus. La moustache, ah ouais. La moustache la plus stupide du XXe siècle. Je pense c'est un faux viking. Tu vois, il y a le viking qui est de qualité et tout, et il y a Anthony Classen de l'autre côté. Et puis, bien sûr, les 2 coachs qui ensuite t'as retrouvé au Racing. Est-ce qu'on a un sentiment d'être privilégié quand on connaît une bonne partie des joueurs et que le staff et les entraîneurs ont voulu que tu viennes, ont voulu que tu sois là? Est-ce que tu as un sentiment, pas d'être protégé, mais de te dire, bon, en toute objectivité, hein, il y a des chances que je sois... Au-delà de ça, c'est vrai que certes, déjà tu sais quand on vient te chercher comme ça, c'est déjà une bonne chose, c'est que tu es en position de plaire à tes entraîneurs, c'est-à-dire que tu n'arrives pas dans un club où c'est pas les entraîneurs qui arrivent, donc déjà ça veut dire qu'on te souhaite. Et c'est vrai qu'en arrivant ici, je connaissais déjà une partie du staff, pas mal de joueurs aussi, donc c'est vrai que tu n'arrives pas en terrain inconnu et pour moi, c'était important parce que déjà, si on m'avait dit un jour que quand j'ai commencé, ça s'est fait très rapidement, je ne l'ai pas vu venir, mais je ne me voyais pas partir d'Agen et finalement, il y a eu l'opportunité de Castres. Et puis derrière, c'est vrai que naturellement, j'ai suivi les coachs, on va dire, entre guillemets, parce qu'on avait une bonne relation, même si ça avait duré qu'un an finalement à Castres. Et puis c'est vrai que voilà, je me suis dit, l'opportunité d'aller vivre à Paris, d'être dans un club qui peut-être à ce moment-là me permettait de passer un cap supplémentaire aussi avec les joueurs que j'allais avoir à côté. Donc tout ça, ça a pesé dans mon choix.
Pardon, Brice, ça veut dire quoi passer un cap supplémentaire alors que tu es déjà champion de France? Mais individuellement, après, tu as envie de toujours progresser, de devenir de plus en plus fort. Et c'est vrai que là, je savais qu'avec le Racing, à l'époque, il y avait des joueurs comme Johnny Sexton et tout comme ça. Donc, on allait peut-être jouer plus sur les deux tableaux, et notamment la Coupe d'Europe. Et donc, tu as envie de te frotter et de t'entraîner aussi avec les meilleurs. Et puis, il faut dire que les infrastructures du club sont quand même exceptionnelles. On nous met dans des conditions idéales, quoi. Donc, voilà, je me suis dit, le groupe a l'air cool parce que c'est quand même important. Tu passes plus de temps au club avec tes coéquipiers qu'avec ta famille. Donc, c'est important quand tu fais ce choix-là, pour moi, c'est d'abord le groupe avant de penser ton appartement, un truc. Voilà, c'est les mecs avec qui tu vas jouer et savoir si ça va matcher, quoi. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, quand tu as des affinités en dehors et sur le terrain, de suite, c'est beaucoup plus facile, quoi. On va parler ensuite, bien sûr, du Racing dans cette deuxième partie. Juste, tu parlais de Jonathan Sexton, de Wilkinson. Un mot aussi sur Philippe Sella à Agen, peut-être le meilleur joueur français de l'histoire du rugby. Enfin, c'est mon avis, mais il peut ne pas être partagé, je le respecte. Quand on est avec ce bonhomme-là, on apprend. Est-ce qu'on apprend dans le rugby? On apprend humainement, on apprend sur soi. Finalement, ce bonhomme-là, qu'est-ce qu'il nous donne comme plus-value? Philippe, j'ai eu la chance de le connaître là encore à moins de 20 parce que c'était notre manager. Donc, du coup, tu sens déjà le poids de la personne quand tu te balades dans un pays étranger et que même des années après, il est reconnu et tu sais, les gens font des photos avec lui et tout ça. C'est un truc de le malade. numéro un. Et c'est quelqu'un de très humble que j'ai jamais vu forcément vouloir se mettre en avant et tout ça, qui est toujours prévenant avec les autres, qui prend toujours des nouvelles des gens autour de lui. Et puis j'adore être avec lui personnellement parce que tu sais qu'il aura toujours une anecdote ou un petit truc à te raconter. Et c'est l'histoire, tu vois, t'as juste envie de t'asseoir et tu l'écoutes, quoi. Donc voilà, c'est vrai que par exemple à Agen, il est arrivé, et je l'avais rencontré au moment où je partais à Castres, donc j'avais déjà pris ma décision. Et j'aurais aimé peut-être passer au moins un an avec lui, voir dans le contexte différent de l'équipe de France jeune, en club, dans la vie de tous les jours, à Agen en plus, où il est quand même le joueur qui restera le plus idolâtré, je pense. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est respecté et que tout le monde a envie d'aimer, quoi, on va dire. On va parler du Racing. Juste un dernier petit truc. J'ai volontairement évoqué ton parcours et j'ai donc, disais-je, volontairement oublié de préciser quelque chose. C'est que tu as été 5 fois champion de France de pelote basque. Ouais, c'est vrai, plus jeune. Et pour ton anniversaire, j'ai une petite surprise pour toi. J'ai une petite surprise pour toi qu'on va découvrir ensemble. Est-ce que tu entends le téléphone sonner? Ouais. Alors, mets un peu plus fort, écoute. Allô? Oui, bonjour monsieur. Je ne dévoile pas volontairement votre identité puisque je suis en ligne avec Brice. Je vais vous laisser parler, comme ça il va probablement reconnaître votre voix. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de Brice en tant que joueur de pelote basque et d'homme que vous avez rencontré une fois, même si c'était peut-être dans un lieu de perdition? Alors, je crois qu'il y a plusieurs qualités. Je crois qu'en tant que joueur de pelote basque, on le voit sur les chandelles, il est quand même assez adroit. Et ensuite, dans ce lieu de perdition, je crois qu'on était les deux dans le même lieu, donc on s'est bien retrouvés avec des amis communs. Voilà. Alors Brice, est-ce que tu as une idée de qui est avec nous? Je pense, ouais. Un Eric aussi, c'est ça? Oui. Mais je ne côtoie aucun lieu de perdition pour ma part, donc je ne vois pas de quoi il parle. Ça devait être quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu peux dire sur Eric qui est avec nous? D'abord, est-ce que ça te fait plaisir de lui parler là? Ben oui, ça faisait un petit moment en plus que je ne l'avais pas vu. Mais après, Eric, moi, pareil, je l'ai découvert surtout à travers la télé parce qu'il a été une des personnes. De dire son nom. Ouais, pour ceux qui ont passé le lien. Mais voilà, ça a été une des premières personnes françaises, je pense, à aller gagner sa vie à l'étranger et qui a été mondialement reconnue. Donc moi, je l'ai d'abord connu à la télé
avant de le connaître en vrai, parce qu'il est quand même beaucoup plus vieux que moi en plus. Donc, donc voilà, et on s'est dit que peut-être on se ferait une partie un jour à la Pala, parce que je pense que je ne pourrais jamais le concurrencer, même renvoyer une pelote à Chistera, mais pourquoi pas faire un trinquet ou un truc comme ça, plus dans mon domaine, on va dire. Et Brice, on est d'accord que c'est, dans sa spécialité, le meilleur joueur qu'il ait jamais eu? Pour moi, après, je n'y connais pas, mais vu le nombre de titres et encore aujourd'hui, les exploits qu'il arrive à faire, je pense que on n'en est pas loin. 10 Gandor, c'est ça, Eric, on est d'accord, hein? 10. Hein, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Tout à fait. Juste pour ceux qui ne connaissent pas ta carrière, on vous invite, et c'était un petit clin d'œil pour Brice, j'espère que ça te fait plaisir de l'avoir avec nous, juste pour dire que on parle de Messi, on parle de Ronaldo, on parlait de Wilkinson, de Sela à l'instant, c'est dans son sport la référence absolue dans le monde, qui a joué au Mexique, qui a joué à travers toute la planète. Ce bonhomme-là est aujourd'hui la référence absolue. On l'évoquait, Eric, et je sais que vous êtes suffisamment humble pour ne pas le dire vous-même, donc je vais le dire moi. Vous avez donc à 10 Gandor, alors que le deuxième, le plus capé, en a 5 ou 6, c'est ça? Oui, c'est ça, 5, ouais, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà, allez. Je voulais venir un peu à Brice. Brice, on se fera une petite pas là, mais il faudra qu'un jour tu essaies la Chistera et tu verras qu'il y a bon nombre de... Je vais m'arracher l'épaule si je fais ça. Voilà. Et en Pays Basque, ça se ferait plaisir. Eh bien, écoutez, vous savez... Entre deux averses, si on y arrive, pourquoi pas. Merci, Eric. Ça va de soi. Merci d'avoir pris quelques secondes. Et alors, je vais épeler votre nom basque pour tous ceux qui habitent au-dessus de la Garonne. C'est Irastorza. Allez voir des vidéos. C'est juste un champion extraordinaire. Il pourrait jouer deuxième ligne, hein, Brice. Ouais, je sais pas si c'est le mental quand même. Il a un visage de 3/4, donc je suis pas sûr qu'il ait même y mettre le nez dans les règles. Le mental, mais je crois que là, maintenant, il n'y est plus, donc je vous laisse ça à vous maintenant. Merci Eric, merci vraiment, c'était super gentil de vous avoir pour ce petit clin d'œil à Brice. Bon après-midi et bonne continuation. Bon voilà Brice, ça c'était le petit... Et pour ceux qui n'ont jamais regardé les parties de Grand Chistera comme ça, je vous conseille, souvent sur Canal+, ils en passent et c'est très beau à voir. Et si vous avez la possibilité en vrai, le bruit et l'atmosphère dans un trinquet au mur à gauche, c'est vraiment exceptionnel aussi. Donc je vous conseille. Ça serait bien qu'ils viennent donner un coup d'envoi au Racing un de ces jours s'ils montent à Paris. On va parler du Racing maintenant. Deuxième partie de ta carrière, même si parallèlement on pourrait parler aussi de l'équipe de France, 29 matchs, sélectionné avec Philippe Saint-André. Tu as été sélectionné avant? Non. Avant Philippe. Donc, Philippe, Jacques Brunel. Et entre les deux, qui c'est qu'il y a entre les deux que j'ai oublié et qui me pardonne? J'ai eu avec Guy Novès aussi. Guy Novès, j'ai oublié bien sûr Guy Novès. 2018, tu étais parti pour faire le tournoi, tu te pètes un peu avant. Est-ce que ça, c'est une frustration par rapport à la Coupe du Monde? Avant ça, c'est vrai que j'avais ciblé un peu cette année-là où après 2015, j'avais mis un petit peu de temps à revenir, quelques mois, et finalement, j'avais ciblé sur le début de saison en disant, bon, cette année, voilà, ça va être vraiment l'année de transition où je vais finir de faire les efforts nécessaires pour repasser un cap supplémentaire et tout. Et c'est vrai que sur le début de saison, j'avais bien bossé, j'ai eu la chance de jouer aussi et de faire de gros matchs. Donc je sentais que ça revenait. En novembre, je me fais une petite blessure, donc je fais pas la tournée. Derrière, je reviens, je me refais une petite blessure. Et après, c'est vrai que c'était une année un petit peu bizarre avec des petits soucis qui se sont accumulés. Et ce genou qui vient tout couper vraiment net, on va dire, parce que voilà, j'avais vraiment cette sensation sur le terrain où j'avais, c'est pas que j'avais plus aucune peur, mais c'est que j'avais
toujours l'impression de trouver la bonne solution, quoi. Et ce sentiment-là, j'étais peut-être en train de le retrouver là avant le confinement, mais c'est un truc qui met du temps à arriver et tout. On le sent, on le sent. On le sent. Sur tes derniers matchs, moi qui suis bord de pelouse et qui te vois à la fin, je sens quand tu n'es pas content, quand tu l'es. Et pour ceux qui te connaissent un peu, tu lâches rien. C'était quand même quelqu'un qui est un battant. C'est ta qualité. Ça fait partie quand même de tes qualités, Brice. Tu es un chien, tu lâches pas l'os, tu es un battant. Et puis je me contente jamais de ce que je peux faire aussi. Je pense qu'on est tous comme ça. Quand on fait du sport, quel que soit le niveau ou quoi, on a toujours envie d'être meilleur, de trucs. Après, on a le côté plus mauvais perdant qui est présent chez certains et qui permet. T'es mauvais perdant, c'est ton cas. Là, pour faire le rapprochement, alors déjà au club, j'ai une très mauvaise réputation parce que il faudrait demander à Henri Chavancy, il en parlera mieux que moi, mais parce qu'il perd souvent contre moi et dès que je perds, en fait, je peux devenir mauvais. À quoi vous jouez? Aux cartes, à tout. Dès qu'il y a un jeu, si je ne gagne pas, j'explose. Et là, pendant le confinement, on est à 4 du coup depuis le début du confinement et plus personne ne veut jouer avec moi parce que dès que je perds, je deviens aigri, méchant, donc ils veulent plus jouer avec moi, ça y est. Donc ça permet aussi d'avoir je pense aussi ce truc qui amène aussi les autres quand ils sont dans le doute ou quoi. S'il y en a autour de toi qui lâchent pas et qui ont toujours ce truc de vouloir gagner ou de vouloir plus, je pense que c'est aussi ça peut être pesant parfois, mais ça peut amener aussi de l'énergie quand il faut. L'énergie en 2016, Barcelone, 14 contre 15. Dans le stade, une atmosphère juste incroyable. Nous, dans les tribunes, se dire putain, enfin, pardon, zut, qu'est-ce qui va se passer? Toi, ton sentiment, quand Maxime sort, tu te restes concentré, tu te dis, oh, c'est pas possible, on est Poissard. Est-ce que tu te souviens de ce moment-là et comment toi tu le vis? Je me souviens aller boire au banc de touche et dire à Toto, mais t'inquiète pas, on va gagner. Parce que, en fait, c'était, je sais pas, pareil, cette équipe, on perd la finale de Coupe d'Europe, alors que depuis le mois de janvier, on était en train de monter en puissance, on gagnait tous nos matchs, on était sur une longue période où on avait enchaîné les gros matchs, gagné des grosses équipes et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a eu ce match contre les Saracens qu'on perd, qui est un gros coup d'arrêt pour nous et tout. Mais la semaine d'après, de suite, on rebascule et on repart sur notre dynamique. Et là, pareil, on monte en puissance jusqu'à la finale. Et c'est vrai que malgré ce carton rouge, alors c'est facile à dire maintenant, hein, parce qu'on a gagné et tout, mais sur le terrain, il n'y a pas eu d'affolement. Parce qu'on se souvient que derrière, on prend l'essai de Gorgodze et tout ça, pénalité et tout, mais on ne s'est jamais affolé. Et 3 points par 3 points, je crois qu'à la mi-temps, on revient à 2 points ou une connerie comme ça. Mais dans le jeu, on n'est pas... Alors, c'est sûr qu'on n'envoie pas du jeu comme on ferait peut-être à 15, mais on n'est pas distancé, on contrôle le match, on va dire. Et c'est vrai qu'avec le recul, tu te dis, mais normalement, tu prends un rouge final, Barcelone, tu peux vite te dégoupiller et en prendre 30 à la mi-temps, quoi. Et finalement, voilà, ça s'est fait. Après, un petit passe à la mêlée. Là encore, tout le monde se multiplie sur le terrain pour combler les brèches et tout. Et tu gagnes. Donc là, c'est dingue. Parce que franchement, parce que pour moi, la finale, on ne pouvait pas la perdre. Et là, quand je l'ai revu au confinement, en fait, ils sont pas loin au score à un moment donné. Sauf que je ne me souviens pas une seule seconde sur le terrain me dire on peut perdre. En fait, on était tellement en train de contrôler le temps, le truc. Alors, quand je l'ai revu là, je dis, mais on est malade. Quand la mêlée où Ben il rentre et qu'on prend pénalité pour nous, là, mais heureusement, parce que s'il marque, c'est fini, là, on est au fond du trou. Mais voilà, c'est comme quoi, tu vois, le sentiment que tu peux avoir sur le terrain n'est pas forcément le bon. Mais finalement, ça nous a peut-être aidé justement à ne pas paniquer et à renverser le truc. Le Camp Nou, ça impressionne ou tu es tellement dans le truc que tu fais pas gaffe? Moi, ce qui m'a impressionné, c'est la veille quand tu fais la mise en place et que déjà la petite chapelle, le vestiaire, tu sais que c'est le Barça, voilà, tu profites déjà et quand tu remontes là et que tu sors, bon, le stade était vide, mais en fait tu lèves les yeux. Et en fait, c'est la tête, putain, le mec en haut là-bas, qu'est-ce que tu veux qu'il va au match, quoi. Et le lendemain, c'était pareil, quand on sort avec les blazers et tout, que là par contre, tu vois le stade plein. C'est rempli le temps qu'on rentre de l'échauffement, que truc. Oh, c'était extraordinaire.
Tu te rappelles que Dimitri a failli tomber parce qu'il y avait le câble. Tu te rappelles de cette scène? Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le match ou qui n'étaient pas à Barcelone, il y a le ballon qui arrive, ou non, pas le ballon, n'importe quoi, le bout de bois, le Brennus, qui arrive par un filin. Les joueurs sortent, donc vous sortez à droite, de mémoire, du côté de notre banc, et donc le filin est à 20 cm du sol. Et les joueurs arrivent, et Dimitri, mais il aurait pu se faire vraiment mal en plus. Et le club a publié la photo aujourd'hui sur les réseaux, là, mais si on tapait Dimitri Sardeski, Barcelone ou quoi, il aurait pu se péter le nez. Au vu de la photo, je me demande comment il ne s'est pas péter le nez. S'il a le nez sur la joue, il prend le câble. Alors bien sûr, nous, on a eu un petit fou rire derrière, mais lui, il était fou. Il s'est retourné. Ben, je pense que s'il ne le prend pas, il y en a un autre qui le prend. Parce que du coup, après, Max passe dessous et tout. On en rigole aujourd'hui, mais ça aurait pu être grave. J'ai regardé beaucoup de tes essais. Est-ce que le plus beau, c'est pas celui contre Lyon à Colombes? Ah si. Ah ouais, je vois. Ouais. Bah, déjà, j'en marque pas beaucoup, donc c'est pas difficile à choisir. Non, mais c'est pas le débat. Si vous avez envie de voir, en fait, je trouve que cet essai représente parfaitement ce que tu es. Allez voir sur les réseaux sociaux son essai, parce que tu prends la balle, tu regardes s'il y a une meilleure possibilité finalement que de la garder, crochet, de mémoire crochet intérieur d'abord, ça s'ouvre un peu, tu fais un mini raffut, mais je ne sais plus qui n'arrive pas à te plaquer, tu continues, et tu as même la lucidité, une fois que tu es dans l'embut, au lieu d'applaudir, d'essayer encore de revenir vers les poteaux. Comment toi tu le vis, ce moment-là, cet essai? Voilà, ça va très vite. Donc, en plus, il me semble qu'on marque cet essai et juste après, sur la sirène, on remarque, mais du coup, c'est le bonus, on est comme ça. Je crois que c'est en 5 minutes de la 75e à la 80e. Donc et ce que je dis, j'en marque rarement des essais. Donc, c'est vrai que celui-là, en plus, le premier crochet, je me souviens, c'était sur Smith, le 3e ligne australien. Donc, une fois que tu l'as fait, tu vois, avec le recul, après, tu te dis, ouais, quand même, c'est Smith, quoi, c'est cool. Mais non, c'était cool. Parce que, justement, j'en marque pas beaucoup. Donc, celui-là, il était. En plus, même sur le moment, c'est vrai que là, tu arrives de suite, une fois que tu as aplati, à avoir le petit temps de retrait. Tu te dis, putain, t'as réussi à faire ça, tu vois. Des fois, tu fais des choses que tu n'es pas forcément conscient de pouvoir faire. Donc, c'est cool. Ton meilleur souvenir au Racing, c'est probablement effectivement Barcelone, mais je ne voudrais pas finir cet entretien d'abord en te remerciant d'avoir pris le temps, puisque je rappelle que tu es en direct de Miami. Je voudrais juste un mot sur un sport qu'on aime tous les deux, que toi tu pratiques, que j'ai le plaisir de commenter. On s'est vu souvent d'ailleurs sur des compétitions mondiales ensemble. Je venais te voir avec le micro. Je veux parler du 7. Le Racing est le premier champion de top 14 à 7 à la maison. C'est aussi un sport que tu aimes beaucoup. Je dis sport parce que c'est sport olympique. Est-ce que ça reste pas aussi un moment juste incroyable, parce que d'une équipe faite avec des jeunes qui ne sont jamais rentrés dans le groupe ou très peu, et puis j'allais dire des vieux briscards, en tous les cas des gens qui ont plus l'habitude, non mais c'est absolument pas péjoratif, mais des gens qui ont l'habitude, les gens d'expérience, non mais des joueurs de talent comme vous, donc ce melting pot a fait que c'était en une journée, c'était juste absolument dingue cette journée-là. Ça aussi, qu'est-ce que tu en gardes? Comment cette chronologie s'est faite pour vous, pour arriver à gagner? Après, c'est vrai qu'on y allait sans forcément trop de pression, on va dire. Il y a Juan qui avait une expérience à 7 parce qu'il avait fait les JO déjà. Et après, surtout nos jeunes joueurs qui avaient, eux, fait des matchs jeunes ou des compétitions à 7. Moi, la dernière fois que j'avais dû jouer à 7, je dois avoir 18 ans ou 17 ans, donc ça faisait un petit moment. Mais voilà, c'est un sport que j'aime beaucoup parce que déjà mon grand frère a été capitaine d'équipe de France à 7, donc je l'ai suivi depuis tout jeune, quoi. Et cette journée-là, ça a été cool parce qu'on pensait pas forcément que le public allait être présent d'entrée dès les premiers matchs, ce qui a été le cas. Et finalement, tout le monde a joué le jeu parce que tout le monde est venu plus ou moins déguisé. Je pense que l'organisation était bien faite parce qu'il y a eu de l'animation tout au long de la journée entre les matchs, donc ça a maintenu en haleine tout le truc.
Et on s'est laissé prendre au fur et à mesure, quoi, parce qu'on savait que si tu perdais le premier match, déjà, c'était fini. Et puis 1-1, et puis finalement, tu te retrouves à jouer la finale. Un mot sur la demi. Un mot sur la demi, Brice. Demi aussi. Parce que cette demi face au Stade Français, qui était l'une des meilleures équipes, celle qu'on ait vu jouer, il faut être honnête, c'est un match juste complet du staff d'abord, parce que le staff a bien préparé l'équipe. Rouen se pète en plus. Je crois que c'est ce pour la demi-finale. C'est la finale qui sort d'entrée. C'est la finale. La demi, c'était incroyable quand même, Brice. C'était parce que c'était déjà très serré. Là encore, on pouvait le perdre parce qu'à la fin, ils sont pas très loin de pouvoir marquer. Et c'est la solidarité. Et moi, je sais que je me fais mal sur la demi. Et en finale, je préfère ne pas jouer pour pas me faire plus mal. Mais je sais plus, je le dis à Bria, je crois, de notre prépa physique. Je dis, mais vous inquiétez pas, de toute façon, c'est nos jeunes qui vont nous faire gagner la finale. J'en suis sûr. Et au début, ils ne savaient pas et tout. Et du coup, après la finale, quand on gagne, je lui mets une petite niquette. Je dis, alors, je t'avais dit quoi? C'est les jeunes qui amènent un peu le peps et l'insouciance sur la finale et qui débloquent tout, quoi. Donc, tu vois, c'est ça qui a été cool aussi. C'est qu'il y avait des joueurs de différents âges, on venait d'un peu partout. Et puis finalement, tu vois, quand tu es juste là pour prendre du plaisir et profiter un petit peu du moment, voilà, on ne se mettait pas plus de pression que ça. Certes, on avait des consignes, mais ce qu'on a dit, si on est là sur le terrain, c'est qu'on est capable de jouer au rugby tout simplement. Donc, s'il y a des coups à tenter, vous les tentez, prenez du plaisir. Et puis, on avait dit à Gibus, à Antoine Gibert, de se couper le pied à l'entraînement parce qu'il n'arrêtait pas de faire des coups de pied par-dessus et tout. Et il l'a ressorti qu'à la finale pour marquer. Donc, je lui ai dit, tu vois, il fallait le ressortir quand il fallait. Mais non, c'était cool. Franchement, on s'est régalé et c'était un super moment en plus. Il me reste une dernière question que j'ai posée avant toi au président, à Laurent, à Henri, enfin, à tous ceux qui font partie de la maison du Racing. Et je l'ai posé la question à Gaël Ficou, mais il s'en foutait un peu, tu te doutes bien, à Baptiste Sera aussi. Là, cette année, en espérant et on touche qu'on puisse encore jouer au rugby, tu préfères être à nouveau champion de France ou champion d'Europe? Et me dis pas les deux. Hein. Enfin, champion d'Europe, je ne l'ai pas été. Champion d'Europe. Le titre de champion d'Europe, il nous a échappé 2 fois en finale. Et c'est l'objectif pour le moment qui n'est pas atteint. Alors, comme tu pronostiques bien, si ça doit se jouer, on va forcément donc aller gagner à Clermont. Je dis rien là-dessus. Brice, merci beaucoup. Merci pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo avec plaisir. Beaucoup de commentaires déjà en amont parce qu'ils sont forcément heureux de te voir, même si on préférait te voir sur un terrain. On espère que ce sera très bientôt à Paris La Défense, à Arena ou ailleurs. Merci Brice. Salut à tous. Merci Eric. Ciao. Salut.